Alors j'espère que tout le monde nous entend bien. On va pouvoir commencer ce webinaire. On avait une soixantaine d'inscrits, les gens vont arriver au fur et à mesure. Je suis Elia Boulanger, chargée de financement privé des innovations santé chez Medicène. Et anciennement, avant cela, j'ai travaillé chez des administrateurs judiciaires, donc le sujet qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Et je suis avec David Petitot, qui est responsable finance entrepreneuriale et scale-up chez Medicène et qui a passé sa vie d'avant dans des banques d'affaires chez Lazare et à la SocGen. Bonjour à tous. Alors avec David, on a construit ce webinaire depuis plusieurs mois et c'est vrai on a été un peu conforté hier dans l'utilité parce qu'on était au HAS, l'événement de Biotech Finance auquel sûrement certains d'entre vous étaient aussi. Et alors dans la première table ronde avec des CEO très successful que vous devez connaître tous, donc il y avait André Choulika, Selectis, Thierry Abriba, Damolit Pharma, Marc de Garidel, Abivax et puis Jean-Guillaume Lafay de Mablink. La première question qui a été posée à ces CEO a été quel est l'échec fondateur qui vous a permis d'arriver au succès? Et alors c'est vraiment aujourd'hui en fait un des objectifs vers lesquels on essaye de tendre et ce qu'on essaye de partager dans notre webinaire. Et donc en fait l'idée nous est venue parce que comme vous avez, enfin, on a vu les unes de journaux avec le pic de défaillance d'entreprise en 2024 et selon la tendance 2025 sera pareil, qui est du jamais vu depuis la crise de 1993 dont sûrement les moins jeunes d'entre nous se souviennent. Et donc en fait, c'est quelque chose, on voit bien que les difficultés sont omniprésentes au vu du nombre de défaillances et pourtant assez souvent passées sous silence, en tout cas jusqu'au mur de la cessation des paiements, où là, après, la vague médiatique s'abat un peu sur les entrepreneurs. Et donc, avec David et puis avec tous les intervenants et les gens avec qui on a préparé ce webinaire, ça nous paraît assez important de vulgariser tout ce qui est procédure amiable, collective, et puis en fait de vous montrer aussi qu'il y a énormément de choses et de dispositifs qui sont mis en place pour vous accompagner dans ces périodes difficiles, que sont les difficultés, ou en tout cas aussi pour vous permettre de les anticiper. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, Medicène, c'est une association avec à peu près 420 adhérents. Parmi ces 420 adhérents, eh bien, il y a 350 startups et PME. Alors, on le sait tous autour du téléphone aujourd'hui, par rapport à d'autres secteurs, la santé, c'est un secteur où les temps de développement sont particulièrement longs. Et ça veut dire que on est particulièrement sensible aux soubresauts du financement, qui ne sont pas forcément liés au secteur santé, mais qui sont liés à des considérations macroéconomiques, d'incertitude qu'on a tous en tête aujourd'hui. Alors, ça veut dire que on est un secteur voilà, particulièrement sensible. C'est quelque chose qu'on avait côté Medicène partagé avec 10 CEO du réseau en allant à Bercy. À l'époque, c'était Roland Lescure. Il y a quelques mois, je reconnais, moi qui ai le luxe de pouvoir voir les participants, je reconnais certains d'entre vous avec qui on était allés. Alors, on a aujourd'hui une vision assez fine de ce qui se passe du coup sur le terrain, en tout cas parmi nos adhérents. Et notre camarade Adrien, qui est chargé de relations adhérents, a fait une analyse sur nos adhérents actuels, mais aussi d'anciens adhérents que, Elia, tu as projeté à l'écran. Ce qu'on voit, c'est que on voit cette courbe montante des liquidations judiciaires depuis 22. En apparence, sur le graphe de gauche, on peut se dire, oui, 2025, en fait, on est seulement à 14 à date versus 36 en année pleine en 2024. Oui, sauf que, et peut-être Charlotte, tu en parleras tout à l'heure, il y a peut-être une saisonnalité des liquidations. Et puis on voit, si on compare les chiffres du 1er janvier au 4 juin, qu'on est déjà malheureusement au-delà de là où on était en 2024. Il y avait 11 liquidations
constaté en 24, on est déjà à 14 aujourd'hui. Alors, je crois qu'on a une dia suivante, voilà, qui montre qu'on entend parfois, particulièrement quand on discute avec les administrations qui nous demandent de chiffrer le phénomène, on a parfois le sentiment, voilà, que les gens se disent oui, bah, c'est des jeunes startups, voilà, qui ont été créées il y a 1 an, 2 ans majoritairement. En fait, en tout cas sur la base de notre échantillon, elles sont loin d'être les seules concernées. Vous voyez sur le graphe de gauche, en fait, qui est le même échantillon que le graphe de gauche de la slide précédente, qu'en fait, on a une bonne partie des entreprises concernées qui sont des entreprises qui ont déjà entre 6 et 10 ans. On verra le fait qu'il y a peut-être une montée des redressements par rapport à d'autres dispositifs, mais on va laisser ça pour la discussion avec Charlotte tout à l'heure. Je te Oui. repasse le micro, Elia. Merci beaucoup David. Et donc, c'est vrai que l'objectif les objectifs, ensemble ce matin, c'est, premièrement d'avoir un partage d'expérience de la part de CEO et donc on a avec nous, Pascal et Christian et qui sont passés par là et qui ont accepté de venir témoigner. Donc on les remercie parce que c'est vraiment pas facile et donc on les entendra nous raconter, ce qu'ils ont traversé. 2e objectif, c'est vous donner des clés de compréhension, d'anticipation des difficultés et donc pour cela, on a la chance d'avoir avec nous, Charlotte Faure du cabinet FHBX, administrateur judiciaire, qui viendra un peu, clarifier toutes les procédures amiables, collectives et leur fonctionnement et Clément Malfoy de la région Île-de-France viendra aussi nous parler des dispositifs qui sont mis en place par la région Île-de-France pour vous aider justement à utiliser ces procédures, amiables. Et enfin, l'entrepreneuriat, on fait souvent le parallèle avec le sport. C'est à la fois un peu un sprint et un marathon. Et donc, c'est Antonin Blandin, qui n'est pas un coureur, mais un judoka, qui viendra nous parler des clés de mental, de résilience et en fait de comment est-ce que lorsqu'on est tombé 10 fois, et ben, on doit se relever une 11e et comment on fait pour cela. Donc, je vous propose de démarrer et on va commencer avec vous, Pascal. Donc merci. Peut-être, il y a juste un point pratique. Il y a une icône question-réponse sur lequel, tout au long de ce webinaire, vous pouvez adresser les questions que vous avez. Elles ne seront visibles que des intervenants. Merci, David. Donc Pascal, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on va vous écouter nous raconter ce que vous avez traversé avec Flash Therapeutics? Vous étiez la CEO. Mais donc avant que vous nous racontiez tout ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qui vous êtes et ce que faisait Flash Therapeutics? Bonjour et merci d'avoir pensé à moi pour ce témoignage. Alors, qui je suis, je me définirais par une scientifique entrepreneur spécialisée dans les thérapies géniques et cellulaires. Et j'avais créé en 2005 une entreprise qui s'appelait Vectalis à l'époque, qui était devenue Flash Therapeutics en 2018 et qui était passée de la mise au point et du design des vecteurs à leur fabrication au grade clinique, particulièrement pour des phases 1-2. Donc, c'était le métier de Flash Therapeutics, c'est-à-dire d'être une entreprise spécialisée dans le design et la production de vecteurs viraux, du grade de laboratoire au grade GMP. Alors, mon profil, il avait évolué en même temps que les entreprises, j'allais dire. J'étais passée de la scientifique qui avait évolué au CNRS avec thèse, postdoc, un parcours assez classique. Et j'étais passée à l'entrepreneuriat avec beaucoup de formations, finance, commerciale, HEC exécutive, etc. Donc, mon profil avait évolué avec l'entreprise. Maintenant, moi, je tiens à dire que j'ai toujours été très ouverte à confier la direction générale à une autre personne et de former un duo et rejoindre la science ou inversement, mais ça me semblait plus logique que je rejoigne la science. Voilà, c'est un sujet qu'on pourra aborder peut-être aussi, je l'évoque au démarrage, mais ça s'est jamais réellement fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que alors l'entreprise, elle avait ce différenciant, c'est-à-dire un différenciant qui permettait à la fois de parler science et à la fois de parler production et qualité. C'est-à-dire que
quand j'ai quitté l'entreprise en 2022, il y avait un peu plus de 50 personnes et il y avait des chercheurs qui vraiment étaient dans le design de nouveaux vecteurs de transfert de gènes. Il y avait bien sûr la production, la qualité, développement, ingénieur, procédés, etc. Donc il y avait des profils très diversifiés dans l'entreprise quand je l'ai quitté. Alors moi, Et j'ai pas vécu la liquidation, hein. Voilà, peut-être que oui. mais je vais suivre vos questions. Oui, c'est vrai que si je me trompe pas, le redressement judiciaire de Flash a été prononcé en décembre 2024, donc après que vous ayez quitté l'entreprise. Mais j'imagine que vous avez vécu quand même un petit peu avant cela, en fait, les étapes, on va dire, qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et donc, est-ce que vous pouvez appuyer un peu sur la touche rembobiner et puis nous dire un peu, Tout à fait. selon vous, comment on en est arrivé à ce stade du redressement judiciaire? Ah, effectivement, moi, j'ai vécu j'allais dire le choc ou le drame, c'est-à-dire l'entreprise va bien, le chiffre d'affaires augmente depuis 2 ans de plus de 50%. Et je dirais que c'est de là que les tensions partent, parce que les derniers investisseurs rentrés, qui n'étaient pas des professionnels des financeurs de santé, pensent que le moment est arrivé, c'est-à-dire que l'entreprise grossit comme prévu, ou à peu près en tout cas, mais grossit bien, et ils commencent déjà à se dire: «Bah, il faut travailler l'EBITDA, on va revendre». Et moi, en tant que scientifique, et les autres actionnaires historiques plus spécialisés dans le métier de la santé, on commence à dire: «Non, ça va pas bien se passer», parce que on était sur le marché des carticelles, et quand on étudiait précisément les articles scientifiques et puis les essais cliniques qui étaient lancés, on voyait que ça diminuait depuis 2 ans. C'était faible, mais on le voyait, et donc on pressentait la tendance qui n'était pas bonne, c'est celle qu'on connaît et qui s'est confirmée aujourd'hui, et donc on proposait un changement stratégique pour éviter de s'enfermer dans ce marché qui n'allait pas bien. Et là, le choc arrive, c'est-à-dire que ces nouveaux investisseurs, Tech Life Capital, ne comprennent pas pourquoi on leur dit qu'en fait tout ne va pas bien, alors que eux, ils ont, dans leur expérience, pour eux, les chiffres vont bien, et on doit travailler la rentabilité, c'est tout. Et donc minimiser la recherche, et aller vraiment vers exclusivement la production. Donc le choc, hein, et le drame vient de là, avec une scission de tous les investisseurs historiques et moi et ces nouveaux investisseurs. Et je pense que ça, c'est un signe, dans une entreprise qui va bien, c'est-à-dire qui grossit, et dont le chiffre d'affaires augmente, c'est vraiment un drame, parce que, je crois que c'est difficile de se relever d'un choc, pareil. Voilà, Et merci beaucoup. Donc c'est vrai que si je comprends bien, c'est en fait la scission, le désalignement entre, la c'est ça. vision, de l'équipe, Des dirigeante financeurs? et puis et du financeur, mais en plus, d'un seul financeur finalement. Alors que Oui, tous même les majoritaire. et Donc si je peux vous demander, à l'origine, dans quelles conditions est rentré ce financeur et quelles avaient été les discussions en amont? Alors en amont, en fait, c'est là où on s'est trompés, les uns et les autres. C'est-à-dire que, on avait pressenti chez eux la plus grande ouverture. On avait 2 propositions et on a mal choisi, hein, clairement, parce que, alors j'en fais pas une histoire de personne, hein, j'en fais vraiment une histoire de formation et de vision, voilà, et on a pensé que cela serait plus flexible, parce que justement, vous savez tous qu'est une levée de fonds, et dans les levées de fonds, on fait un plan de développement, et on sait aussi que dans ces domaines, notamment thérapie génique et cellulaire, il y a beaucoup de remous et de vagues positives et négatives. Donc, on avait pensé que ces gens-là, en étant plus petits, seraient plus à même de mieux comprendre les aléas, plutôt que des fonds qui étaient déjà de très gros fonds spécialisés dans les activités de production, et qui auraient envie de revendre, et de mettre en place des mécanismes, des fois, de dévalorisation des parts, et cetera, parce qu'on n'a pas atteint le milestone à l'euro près. On avait mal senti, parce qu'en fait, ça a été le contraire, mais certainement, par la peur, hein. C'est-à-dire que, du coup, c'est des investisseurs qui ont été, qui n'ont pas compris. Voilà, je pense que le fond du problème, c'est de comprendre, et dans une entreprise, comme les nôtres, qui sont des entreprises innovantes, avec, des marchés qui bougent, et des technologies qui arrivent, subitement,
il faut savoir s'adapter au plus vite. Et quand je dis au plus vite, c'est-à-dire donc comprendre les étapes amont de ce que peuvent publier les cabinets de business développement, c'est-à-dire comprendre la science, hein, et de voir que ça bouge et comprendre les essais cliniques. Je pense que c'est vraiment là où comment on anticipe en fait les chutes. Comment pouvait-on anticiper les années 2024, 2023, 2024 et 2025 quand vous regardez des études de marché qui parlaient du développement des thérapies cellulaires à l'époque, Eugénique, on avait un boom, fallait construire des usines de tous les côtés, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Et donc, comment vous, en tant que CEO, parce que c'était vous qui avez le contact privilégié avec les actionnaires, comment vous avez tenté de gérer ça, de redresser la barre, si je puis dire? Moi, j'ai tenté la voie rationnelle, hein, je donnais beaucoup de données. J'expliquais à la fois ce qu'on pouvait faire grâce à ce qu'on avait développé et ce qui pouvait être lancé. J'ai tenté vraiment de montrer toutes les opportunités, mais je me suis opposée à un mur, c'est-à-dire, il y a 2 ans, vous avez dit ça, on fait ça et on est sur la bonne voie et on continue droit devant. On n'est pas d'accord avec l'interprétation. Donc, j'ai tenté d'être rationnelle au maximum et voilà, moi, ma position, ça a été de se dire à un moment, choisir, ça peut être renoncer. C'est-à-dire que je pense qu'au fond de moi, j'ai gardé ma fibre d'entrepreneur et un entrepreneur, ça s'engage, ça croit dans ce qu'il dit et j'étais incapable de faire ce à quoi je ne croyais pas. Donc, ma position a été de renoncer, c'est-à-dire de faire un courrier de divergence stratégique à ces investisseurs majoritaires, ce qui les obligeait à me révoquer. Donc, je me rappelle très, très bien de ce moment, un moment extrêmement dur, mais en même temps, c'était vraiment angoissant, hein, très effrayant aussi, parce que vous avez la responsabilité d'une équipe aussi, mais de se sentir droit dans ses bottes, c'est-à-dire j'étais incapable de faire ce qu'on me demandait de faire, c'est-à-dire pour moi d'emmener l'entreprise à la liquidation. Et Ouais, ça, je préférais partir que d'emmener à la liquidation moi-même une entreprise que j'avais mis 17 ans à développer. je comprends. Voilà, Et donc j'allais dire mon mot de la fin, si c'est dans mon cas, ça a été, choisir, c'est renoncer, donc j'ai renoncé. et donc, c'est un peu le dernier conseil, enfin, parmi les enseignements que vous voulez Ah non, partager aux qui je nous me écoutent, permettrai pas de dire que c'est un conseil, hein. sans forcément dire que c'est un conseil, mais en tout cas, des enseignements que vous avez tirés, c'est ce que vous Je vais mieux aujourd'hui et alors après il y a la suite, pour les entrepreneurs au niveau personnel. Je pense que, j'ai tout de suite été contactée par beaucoup de structures, pour les accompagner en consultance, donc ce qui était, très 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 satisfaisant. Bien sûr, ça répare en rien, mais c'est très satisfaisant et j'ai eu la chance pendant 2 ans d'accompagner, des projets, superbes et de m'ouvrir à d'autres, approches, à d'autres façons de travailler. Et depuis maintenant 1 an, j'ai repris Ariana Pharma, dans un domaine très différent sur la partie intelligence artificielle, appliquée au métier de la santé, qui est dans des situations comme beaucoup d'entreprises sont là aujourd'hui, qui sont aussi en situation de fragilité, mais qui ont quand même une vision aussi en position de fragilité parce que le fondateur Mohamed Afshar nous a quittés l'année dernière suite à une longue maladie. Donc voilà, mais voilà, on sent le même engagement dans ces entreprises, des salariés, des équipes. C'est souvent une bataille, mais voilà, je pense que j'ai gardé ma force pour les accompagner et me battre avec eux. bah, merci beaucoup, Pascal, pour votre témoignage, en tout cas. Alors, on a un petit défi technique avec Christian qui est connecté en tant que participant et non pas en tant qu'intervenant. Peut-être, Elia, tu vas pouvoir dire à Christian comment il doit se reconnecter pour pouvoir intervenir et que je puisse interviewer Christian. Moi, Pascal, j'avais peut-être, je ne sais pas si c'est la dernière question, en tout cas une question supplémentaire, qui est, est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as rebondi? Alors aujourd'hui, je dirige la société Ariana Pharma, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour le design et l'analyse des essais cliniques. Et ce qui m'a plu tout de suite alors
bien sûr, je connaissais Mohamed depuis plus de 10 ans et c'est une amitié profonde qui fait qu'il m'a demandé dans ces dernières semaines d'accompagner au mieux Ariana Pharma suite à son départ. Mais en dehors donc, encore un moment très, 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 très fort dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert donc la direction d'entreprise alors qu'on n'est pas spécialisé dans le domaine, ce qui pour moi était impossible. C'est-à-dire j'étais convaincue de ne pouvoir diriger une entreprise qu'à la condition de maîtriser parfaitement la science. Et clairement, je ne maîtrise pas l'intelligence artificielle. En revanche, j'ai découvert que ce que je maîtrisais, c'est mettre en place un process structuré commercial, construire une gestion de projet, faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble, se parlent et aller chercher du business, voilà. Donc c'est une approche qui est complètement différente. Euh, mais effectivement, c'est du management d'entreprise, c'est du management des hommes et donner des priorités. Voilà. Donc je fais ça et je suis heureuse parce que l'entreprise, bien sûr, a subi pareil un choc gigantesque, perdre son fondateur après toutes ces années, qui était en plus quelqu'un de très charismatique, expert du domaine. Bon voilà, beaucoup d'entre vous connaissiez certainement Mohamed. Voilà, toujours des gens, ce que je disais tout à l'heure, très forts et engagés. Donc moi, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, on vit des échecs. On a un contrat qui ne signe pas et ben, on ne va pas se lamenter très longtemps, 1 heure ou 2, mais la réaction, ça va être d'aller en chercher d'autres en plus. Voilà, et quand je parle contrat, bon, soit des contrats, soit des solutions, peu importe, des solutions pour développer l'activité de l'entreprise et la rendre pérenne. Merci Pascal. Alors, je ne sais pas, Elia, si on a des nouvelles des coulisses de notre studio. En tout cas, moi, j'ai une question en ligne d'une personne qui nous dit merci beaucoup Pascal pour votre témoignage très sincère. Quel soutien au singulier ou au pluriel avez-vous pu trouver pour tenir dans ce moment difficile? Alors déjà, alors merci, parce que c'est vrai que ça a été très important. Déjà, j'avais tous les actionnaires historiques avec moi, dont une femme, Isabelle de Bayens, du fonds Fadiès, qui a été absolument extraordinaire. Voilà, voilà, le soutien de tous, bon, qui effectivement avaient voté contre. J'ai été révoquée à l'unanimité un nom de tous les autres actionnaires. Donc voilà, il y avait ce bloc des actionnaires historiques, beaucoup de salariés pendant un certain temps, et puis après ils sont passer à l'autre vie. Bon, ce qui a été dur aussi dans l'histoire de Flash Thérapeutique, c'est que 4 des têtes de l'entreprise ont suivi mon départ. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient plutôt à défendre vraiment ma stratégie ont été remerciés, poussés vers la sortie. Donc ça a été effectivement très dur aussi. Donc c'est des gens que j'ai plutôt tenté de soutenir comme j'ai pu, en faisant attention à leur laisser leur autonomie et leur choix. Parce que voilà, derrière, c'est bien sûr une situation difficile aussi de voir des gens qui ont des enfants, qui ont des charges, se mettre dans des situations difficiles aussi. Et puis bien sûr, je pense que c'est important, tout le monde s'en doute. Moi, j'ai eu aussi ma famille qui a été hyper supportrice, ou mon mari ou mes enfants, de dire bah, effectivement, c'était plutôt ça à choisir, ça peut être renoncé, mais regarde-toi en face tous les matins quand tu te lèves dans ta glace. Voilà, ça c'était le point qui était important pour toute ma famille. Et puis, la communauté des mondes des thérapies géniques et cellulaires, fantastique. Alors c'est bien parce que c'est une petite communauté et on se connaît depuis longtemps, mais alors vraiment, j'ai été extrêmement soutenue par toutes les personnes du monde de cette science. Donc voilà, les scientifiques ont été extrêmement présents autour de moi. Merci beaucoup Pascal. Alors, je vous partage à toutes et tous qu'on a un souci avec le fait de parvenir à faire apparaître Christian, que je dois interviewer. Je pense que Christian, tu es dans la salle en tant que participant. Je ne sais pas si on peut te upgrader, si je puis dire, en tant que présentateur. Peut-être que ce qu'on va faire, comme ça paraît pas trivial à résoudre là sur un instant, c'est qu'on va inverser un petit peu l'ordre des échanges
et qu'on va pouvoir passer, Elia, je parle sous ton contrôle, directement à l'intervention de Charlotte. Et puis, Ouais. si on parvient, on va faire nos meilleurs efforts, si on parvient à connecter Christian, eh ben, Christian, tu pourras intervenir un peu plus tard dans la présentation. Oui, bien sûr, on va faire comme ça. Donc merci beaucoup, Pascal, pour votre témoignage et on écoutera celui de Christian après sûrement. Et donc Charlotte, vous êtes administratrice judiciaire. On va entrer un peu maintenant dans le dur de la procédure, on va dire, mais vous allez nous expliquer ça de manière très simple. Et donc vous soutenez les entreprises en difficulté, vous les aidez un peu à utiliser la boîte à outils que sont les procédures amiables et collectives, et vous les aidez à trouver des solutions pour faire une sortie par le haut. Donc j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà ce que fait FHBX, le rôle de l'administrateur judiciaire et quelle est sa position aussi par rapport à l'entrepreneur. Merci Elia, bonjour à tous et merci de nous avoir permis de venir rapporter un peu la parole de l'administrateur judiciaire qui fait souvent peur et plutôt à tort en réalité parce on est une profession tournée vers le rebond. On est souvent associé aux liquidateurs alors qu'on a des métiers qui sont assez opposés dans leur raison d'être puisque nous on accompagne la résolution des difficultés et le sauvetage des activités là où ce qu'on appelle liquidateur, c'est celui qui vient répartir la richesse d'une entreprise quand son activité a pris fin pour des raisons le plus souvent subies. Donc, pour faire simple, un administrateur judiciaire, il a deux casquettes en général, une casquette purement amiable et une casquette judiciaire. Une casquette purement amiable, ça veut dire que on peut être désigné de façon confidentielle à la demande des dirigeants et dirigeantes pour mettre les créanciers et les partenaires autour de la table, ceux qui ont besoin de l'être, hein, pas toute la communauté qui entoure l'entreprise. Ça peut être les banquiers, le bailleur, le fournisseur stratégique, le client, de façon à régler une difficulté qui est plutôt ponctuelle. Ponctuelle dans le sens où on est plutôt sur des problématiques de bilan. C'est-à-dire un endettement trop lourd, où il faut rallonger les périodes d'amortissement. On le fait beaucoup pour les PGE, bien sûr, les prêts garantis par l'État qui ont permis de supporter les impacts de la crise Covid. On le fait, donc on met les banquiers autour de la table et on leur donne des perspectives sur la base d'un BP pour leur expliquer pourquoi il faut donner du temps supplémentaire pour le remboursement, voire des périodes de gel de remboursement des prêts en cours pour donner et accompagner le temps de la montée en puissance du BP. Pour les startups, c'est très souvent quand on a un BP d'atteinte de l'équilibre qui est décalé dans le temps, c'est une façon de gérer la crise de liquidité qui va en résulter, faute d'un réinvestissement des actionnaires, par exemple, ou en complément d'un réinvestissement partiel des actionnaires. Donc, premier cas de figure, l'amiable pour faire face plutôt à des difficultés très anticipées et plutôt des difficultés bilancielles, par opposition à la casquette judiciaire. La casquette judiciaire, c'est ce que tout le monde connaît en général, c'est-à-dire administrateur judiciaire, en sauvegarde, en redressement judiciaire, où là, tout est public. Tout est public, donc l'impact sur le fonds de commerce est beaucoup plus lourd. Mais on a accès alors à des outils qui sont sans commune mesure avec l'amiable, où on peut imposer, où on impose en fait, d'abord une bulle de protection, puisque quand on rentre en redressement judiciaire ou qu'on rentre en sauvegarde, il y a un gel immédiat de toutes les créances exigibles. Et donc on est vraiment dans une bulle de protection de l'entreprise, le temps de trouver des solutions et de mettre en œuvre des réorganisations sur le PNL. C'est pour ça que je vous pose plutôt procédure amiable, sujet de bilan à traiter avec du temps devant nous, donc du cash, versus procédure judiciaire, publique, avec des armes lourdes pour restructurer le PNL et faire un plan d'appurement des dettes, c'est-à-dire d'étalement des dettes dans le futur sur plusieurs années, même 10 ans. On peut accéder à des moratoires sur 10 ans imposés aux créanciers sans intérêt supplémentaire. Donc c'est le crédit le plus gratuit de France pour le rendre compatible avec le BP de l'entreprise. Et donc nous, en tant qu'administrateur judiciaire, soit on prend la casquette de conciliateur mandataire ad hoc,
c'est ce que vous avez en haut du diagramme qui est projeté. Ça, c'est vraiment la partie amiable, confidentielle. Personne ne le sait, sauf ceux qui sont attraits et ils sont obligés de conserver toute confidentialité. Ou administrateur judiciaire, casquette tribunal public, avec des outils très puissants pour restructurer l'entreprise profondément. Et j'insiste sur la notion d'outils. Moi, je dis souvent aux managers que j'en rencontre que ce sont des outils de gestion. C'est comme ça que ça doit être perçu. Mais on pourra peut-être revenir au fil des questions sur l'approche culturelle de ces outils. Oui, merci beaucoup Charlotte. Justement donc sur ces procédures amiables qui semblent être vraiment faites pour donner du souffle à l'entreprise. Vous nous avez donné quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez, notamment sur la santé en plus, développer un peu ces chiffres-là? Alors, on a en interne chez FHB, on est 12 associés, on a 17 bureaux, on a une équipe de plus de 120 collaborateurs. Donc, on met en commun nos statistiques parce qu'elles donnent quand même une bonne tendance du marché. On a un ADN chez FHB qui est vraiment d'accompagner tous les types d'entreprises. Et donc, on accompagne de la TPE à l'ETI dans toutes les branches de l'économie, y compris des startups. Et parmi les startups, on a évidemment beaucoup de biotech et de medtech qui viennent nous voir. Et on a mis en commun nos statistiques que je vais essayer de vous faire parler. Alors, ce que vous voyez là, c'est que on se rend compte que les startups réagissent très bien à l'amiable. C'est-à-dire que les startups qu'on voit et qu'on accompagne, elles ont souvent la même configuration de difficulté. C'est en gros un retard pris sur l'exécution du BP et une crise de cash inéluctable, puisque de toute façon, l'atteinte du point mort et puis le déploiement ensuite repose sur des financements externes. C'est le modèle même de la start-up. Donc on sait que tout retard nécessite des financements supplémentaires et dans un contexte très difficile actuel, je pense que tous autour du call, on est d'accord pour dire que les fonds se raréfient et donc on comprend bien que toute embûche sur le chemin crée à nouveau une situation où il faut aller lever des fonds et on n'a parfois pas de répondant en face. Dans ces configurations-là, l'amiable vient apporter des outils, on va les détailler après, donc je passe tout de suite sur les chiffres. Donc ça, ce sont uniquement nos chiffres FHBX, ce ne sont pas des chiffres nationaux, ça n'a pas vocation à être exhaustif, c'est juste pour vous donner les tendances que nous, on observe. Et c'est à jour de novembre dernier, donc il y a plus de 6 mois non pris en compte. C'est 66 procédures constatées, ça représente plus de 2000 salariés, plus d'1,3 milliard d'investissements levés, et dont vous voyez une partie résiduelle de dette bancaire, puisque sur 1,3 milliard, c'est à 280 millions de la dette bancaire qu'on avait à traiter. Ce qui met en exergue que évidemment, les financements et donc les sorties par le haut dans ce type de procédure start-up, c'est bien sûr le capital. Donc, on a besoin des actionnaires pour trouver des solutions parce que très naturellement, ce sont eux qui viennent financer ces développements de modèles économiques. Et on voit en fait qu'on trouve 82% de solutions contre 53% de solutions dans les entreprises hors start-up. Donc, ça veut dire que c'est le point de départ. On trouve beaucoup de solutions en start-up parce que les procédures permettent de partager l'effort actionnarial en mettant à contribution les banques et parfois les créanciers publics, c'est-à-dire l'URSSAF et les impôts. On arrive à un taux très important d'emplois sauvés en amiable start-up, 94% des emplois sauvés dans les procédures qu'on a accompagnées, versus plutôt 2 tiers dans les autres types de procédures. Si on regarde les diags qui sont en deuxième partie de slide, vous voyez que tout secteur confondu, on arrive, donc là on est en start-up, tout secteur confondu, c'est-à-dire pas que les biotech et les medtech, tout secteur confondu en start-up, la moitié des solutions qu'on trouve, c'est in boni, c'est-à-dire sans besoin de passer par des procédures plus lourdes. On rentre en amiable, on sort en amiable, ça reste confidentiel et on a résolu la difficulté
la plupart du temps avec un réinvestissement actionnarial et des étalements bancaires, voire des étalements de dettes type URSSAF et impôts. Euh, on a 17% de procédures qui nécessitent l'ouverture d'une procédure collective. Donc on est rentré en amiable et on n'a pas trouvé de solution in bonis. Donc on a besoin de passer sur une procédure collective pour aller chercher l'outil du plan de cession. Le plan de cession, très simplement, c'est un asset deal, hein. On cède le fonds de commerce de façon judiciaire, donc dans le cadre d'un redressement judiciaire. Et vous voyez un quart des procédures qui ne trouvent pas de solution. C'est la partie en corail que vous voyez sur le diag, sans accord et donc liquidation judiciaire. La plupart du temps, pourquoi on ne trouve pas d'accord? C'est parce qu'on n'a pas de soutien, même partiel, des actionnaires existants et que les banques refusent de faire l'actionnaire, comme elles le disent, c'est-à-dire de venir apporter 100% de la ressource nécessaire à la sortie de crise. Elles veulent toujours un effort partagé avec les banques. Donc c'est soit parce qu'on n'a pas trouvé de soutien, parce qu'il n'est pas possible du côté des actionnaires existants, soit parce qu'on n'a pas trouvé de nouvel actionnaire, puisqu'il est aussi possible dans ces périodes-là de lancer des recherches d'investisseurs ou d'acquéreurs des titres. Si on fait un focus sur les biotech medtech, donc c'est la partie droite de la slide, on se rend compte que c'est un secteur particulièrement touché, mais vous le vivez au quotidien. Vous savez que c'est particulièrement gourmand capitalistiquement. Il faut beaucoup de fonds dans une période où les robinets sont plutôt fermés et couverts. Et donc chez nous, on se rend compte qu'une procédure sur 4 va concerner le secteur de la santé, ce qui est quand même assez important. Près de 400 salariés, 320 millions de financements levés avant procédure, dont un tiers de dette bancaire. Et là, on a à peu près la même tendance que sur les autres secteurs start-up. On arrive à la moitié de procédures de solutions in bonis, un peu moins de recours à l'outil du plan de cession et légèrement moins de proportion d'absence d'accord. Merci beaucoup Charlotte pour tous ces chiffres très J'espère clairs. que c'est pas trop hermétique, mais vous me direz, je préciserai. Si, bah, de toute façon, vous pouvez bien sûr poser vos questions via le Q&R que David, dont David a parlé tout à l'heure. Et alors, vous avez un peu parlé justement du choix de la procédure, entre mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement, laquelle je prends, à quel moment. Est-ce que peut-être vous pouvez justement détailler un peu, parce que alors la sauvegarde, je sais que par exemple, ça peut ne pas être très clair, puisque c'est avant un état de cessation des paiements, mais c'est une procédure collective, donc peut-être détailler un petit peu cette partie-là. Ok. En fait, donc je reprends le paysage complet. On a des procédures amiables et confidentielles. C'est ce qu'on appelle mandat ad hoc, conciliation. On a des procédures collectives judiciaires publiques qui s'appellent la sauvegarde et le redressement judiciaire. Et ce sont deux outils qui peuvent être utilisés et on choisit en fonction de la nature des difficultés et du temps dont on dispose. Il y a deux façons d'orienter. Quand on fait le diagnostic d'une entreprise, d'abord on prend les prévisionnels de trésorerie et on voit où se situe le mur de cash. Quand est-ce qu'on n'a plus de fonds et qu'on est obligé alors d'aller en procédure collective parce que la loi l'impose en fait. La loi impose que quand la cessation des paiements, c'est-à-dire que ce qu'il y a sur le compte ne permet plus de faire face au passif exigible, la matérialisation de l'état de cessation des paiements est avérée. Et là, il y a une contrainte légale à laquelle personne ne peut se soustraire, c'est que quand on est en procédure, quand on est en impasse de cash matérialisant un état de cessation des paiements juridiques, eh bien, vous êtes tenu de réagir dans les 45 jours en demandant soit une conciliation, soit un redressement judiciaire. Donc, première façon d'orienter les dossiers, est-ce qu'un état de cessation des paiements est matérialisé? Oui, non. Oui, cette cessation des paiements est-elle matérialisée depuis moins de 45 jours? Alors, il faut aller en conciliation ou en redressement judiciaire. Et là, on choisira en fonction de la nature des difficultés. Si on a un peu de temps devant nous, malgré l'état de cessation des paiements, la conciliation est encore un outil possible. Mais la plupart du temps, c'est des dossiers qu'on va orienter vers des redressements judiciaires parce que ça veut dire qu'on est très avancé dans la difficulté. Je dis souvent que la crise de liquidité, c'est le dernier des symptômes.
C'est vraiment la partie la plus émergée de l'iceberg parce qu'elle découle de difficultés plus profondes qu'on n'a pas résolues avant. Donc, et pour moi, une crise de cash, c'est une situation pathologique qui découle de symptômes qu'on n'a pas traités avant. Ou alors c'est très subi et c'est l'accident total et dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Mais je parle de la majorité des cas. Donc, euh, l'état de cessation des paiements, oui, c'est un premier élément pour décider de quelle procédure aller choisir. Et le vrai message à retenir, c'est que il faut rentrer dans des procédures amiables le plus tôt possible quand des difficultés se posent, précisément pour éviter la procédure judiciaire. Les outils amiables sont vraiment pensés comme des outils d'anticipation pour éviter la crise de cash. Et le message simple à retenir, c'est que plus on rentre tôt dans un dispositif de renégociation de ce qui doit l'être, moins on subit la solution. Plus on rentre tard avec peu de trésorerie, plus on subit, parce qu'alors on ne peut plus avoir le choix des outils. Oui. Donc, en fait, je dirais que quand on constate que, pour faire un focus vraiment start-up, quand on constate que le BP sur lequel on a levé les fonds n'est pas tenu, on sait qu'on va vers une crise de cash. Plus ou moins à plus ou moins long terme, en fait. Mais on sait qu'inéluctablement, ça va arriver à cette crise de cash. Et donc, l'idée, c'est de rentrer en procédure assez tôt, le plus tôt possible, dès qu'on identifie l'obstacle, de façon à aller organiser de façon négociée, de donner du temps supplémentaire à l'atteinte du break-even. Oui. Euh, C'est la slide qui est affichée, excusez-moi, mais c'est la slide qui est affichée là avec justement les avantages de l'amiable et ce qu'ils permettent de faire, notamment de rassurer les investisseurs. Exactement, oui. Alors, ça permet d'être un peu plus concret. Euh, Quels sont les cas de figure et les cas de recours à l'amiable qu'on voit pour les startups? Bah, c'est évidemment une levée de fonds qui était en cours. Elle est avortée, comme on sait que ça peut arriver pour beaucoup de raisons différentes, mais le résultat, il est le même. On avait un BP à financer, il nécessitait de consommer du cash, on n'a pas le cash, on est en crise de cash. Donc, dans ces cas-là, la procédure amiable, même mandat ad hoc, conciliation, elle a plusieurs vertus. C'est que d'abord, on peut inciter à l'investissement des actionnaires par l'octroi d'un privilège qu'on appelle un privilège de new money, qui sécurise l'apport en cas de défaillance ultérieure. Ça veut dire que concrètement, pour un comité de fonds d'investissement, eh bien, on peut se dire, on n'est pas bien sûr d'y aller, mais on a un argument supplémentaire qui est le privilège de new money, qui est un privilège qui veut dire qu'on reverra son argent en cas de défaillance ultérieure. Donc, premier élément, ça peut aider à débloquer sur une décision tangente du réinvestisseur. C'est aussi un cas de discussion, je le disais, qui permet de partager l'effort. On a un besoin de 100, l'actionnaire, il est prêt à mettre 30, il nous en manque 70, et ben on va aller chercher 35 de ressources bancaires, c'est-à-dire de décalage d'emprunt et d'allongement des échéanciers, et on va créer de la dette publique pour les 35 restants et générer ce levier-là. Voilà, je suis très schématique, mais cette approche un tiers d'effort entre l'actionnaire, créancier public, créancier bancaire, il est assez classique en procédure amiable. Le distress M&A, je suis moins optimiste sur le distress M&A. Pourquoi? Parce que c'est aller chercher un réinvestisseur ou un acquéreur dans un contexte très contraint, où on lui dit on n'a pas beaucoup de temps, on a besoin que cette opération se réalise tout de suite. Et donc les opérateurs qu'on a en face de nous, qui sont assez aguerris, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'ils ne mettent pas le cash, eh bien, il y aura une procédure collective qui va être ouverte parce qu'il n'y a pas le choix. Et donc, ils vont plutôt se positionner en plan de cession, c'est-à-dire en recherche d'acquéreurs, en asset deal judiciaire. Et là, on ne reprend pas les dettes. Donc, selon la nature de celui qui était intéressé à s'adosser in bonis, il peut se dire, bah, tiens, moi, je vais attendre le plan de cession pour venir prendre uniquement les actifs et pas les dettes associées. Donc, ça fonctionne, on le voit. Il y a certains acteurs, mais ils ne sont pas bien identifiés sur le distress M&A startup. Hein, c'est vraiment des fonds de venture qui font du distress, c'est pas si courant que ça.
S'ils le font, ils le font de façon très agressive, évidemment, pour les investisseurs en place. Et il faut avoir le temps de financer cette recherche in bonis. Et il y a cette idée de prédation un peu ou de comportement opportuniste qui peut plutôt être incité à attendre la procédure collective pour se positionner sur un asset deal. Mais la nuance, c'est que si s'ils attendent la procédure collective et le plan de cession, alors ils perdent l'exclusivité du dossier. Donc il y a quand même toute une discussion à avoir avec eux pour leur dire, OK, positionnez-vous maintenant parce que c'est une bonus, qu'on peut aller travailler tout le bilan de la société de façon négociée et confidentielle, et vous gardez la main et l'exclusivité sur le dossier. Donc c'est pas inintéressant pour vous, et c'est plutôt un euphémisme, c'est au contraire le seul moment où vous serez en exclusivité totale sur le dossier. Si vous laissez passer ce moment-là, ce momentum, eh ben, vous vous retrouverez en concurrence avec tout le marché qui sera informé de la recherche de repreneurs sur le fonds de commerce. Il y a un dernier cas qui est mentionné, alors je le cite parce qu'il est assez emblématique, mais il est assez rare, mais ça peut parler à certains d'entre vous, c'est plutôt pour des stages où la startup a déjà été rachetée et se trouve en conflit d'intérêts entre la maison mère et la filiale. C'est-à-dire que, je sais pas, la maison mère, elle peut être aux États-Unis, elle peut chercher à se développer au moyen de la France parce que la France tout le savoir-faire, euh, toute l'API, tous les déploiements techniques et technologiques. Et dans ce cas-là, on peut mettre sous protection la France des agissements de la mer. Je m'étale pas plus, mais je le dis juste parce que il y a certains cas de figure après des rachats qui peuvent être un peu compliqués. On en a accompagné plusieurs et où en fait on est venu vraiment mettre en protection la partie française sous le regard du président du tribunal pour dire à l'actionnaire américain ou aux actionnaires étrangers peu scrupuleux que les actifs de la France, c'est pour la France, le cash de la France, c'est pour la France, et ils peuvent pas venir pomper, entre guillemets, ce qui les intéresse pour déployer d'autres parties du groupe. Merci Charlotte, c'était très clair. Et David, je crois qu'il y a une question dans le chat. Oui, alors merci vraiment Charlotte. J'ai appris moi personnellement beaucoup à partir de ce que vous présentiez sur la dia qu'on a sous les yeux. Et le dernier point que vous disiez, c'est pas la question qui est dans le chat, mais résonne beaucoup. Je pense pas qu'on puisse en parler. On va aller sur des exemples dont on peut parler parce qu'ils sont un peu dans le rétroviseur un peu plus tard. On me rappelle l'exemple de Verasight, enfin à l'IODX Marseille vis-à-vis des agissements peut-être de la société mère américaine, mais je crois que c'est un sujet vraiment très au présent, donc on ne peut pas forcément en parler ce matin. Y avait une question, oui, qui est dans le chat, qui est Charlotte, combien ça coûte quel est le coût qu'il faut que je m'imagine pour une procédure de prévention, que ce soit sous forme de mandat ad hoc ou de conciliation? Alors, le coût associé à ces procédures, il est lié en fait aux intervenants. Donc, intervenant, bah, il y a l'avocat. L'avocat, c'est une convention d'honoraires qui est passée entre l'entreprise et le conseil. Euh, le plus souvent, c'est un taux horaire et parfois un forfait d'accompagnement sur l'ouverture, puis le déroulé des négociations. Le recours à l'avocat, pour répondre à la question qui va suivre, il est assez incontournable en fait, parce que il faut une requête au tribunal pour ouvrir la procédure. Qui démontre la compétence du président, qui démontre, enfin, qui explique la situation passée et le besoin de recours à la procédure. Et puis derrière, avec les créanciers, il faut rédiger des protocoles d'accord. Quand on a besoin d'aller faire constater ou homologuer l'accord, il faut aussi des actes juridiques. Donc, c'est pas une économie euh, bien utile de se passer d'un avocat en fait, parce que si vous le prenez pas au démarrage, bah, vous le prendrez à la fin, et sauf qu'il n'aura pas tout suivi. Enfin bref, il vaut mieux bien négocier l'accompagnement que d'en faire l'économie sur le volet juridique, ça me paraît clair. Très souvent, sur des entreprises de taille un peu significative, les créanciers, donc souvent les créanciers bancaires, vont solliciter une revue
des prévisions BP, prévisions de cash sur la base desquelles on négocie. Pourquoi? Parce que ça vient conforter la qualité de ce qui est présenté. C'est pas de la défiance sur l'équipe DAF interne, c'est plutôt un élément de confiance supplémentaire, toujours en se mettant en tête que les créanciers qui sont autour de la table, les interlocuteurs bancaires qu'on a autour de la table, ils doivent eux-mêmes aller convaincre leur propre comité des efforts à consentir à l'entreprise. Donc tout élément de nature à limiter le risque, puisque c'est ça que cherche à faire la banque, elle limite son risque présent en consentant des efforts supplémentaires, mais de façon la plus rationnelle possible, eh bien, elle est aidée en ayant une revue. Donc, il peut y avoir des frais liés à cet audit externe. Là aussi, ça dépend des acteurs et ça dépend des besoins. Je pense qu'il faut raisonner en fonction des besoins et négocier les coûts, mais pas prendre de décision par rapport aux coûts. Il faut vraiment trouver soit c'est l'expert comptable qui révise parce qu'on n'a pas besoin d'un outil externe parce que la société est très bien dotée, il voit très clair sur son BP. Premier cas de figure, révision simple, ça coûte peu cher, l'expert comptable peut sans doute le faire. Cas maxima, on a besoin de conseils, on a besoin d'ingénierie, restructuring parce qu'on a un financement extrêmement complexe existant, un financement bancaire structuré. Une table de capi extrêmement complexe, fruit de l'historique comme on le voit beaucoup. Et alors là, il peut être très intéressant d'avoir un conseil financier qui ne fait pas que de la révision de documents, mais qui fait vraiment un conseil en ingénierie financière. Et là, bah, il y a des cabinets très bien placés, il y en a plusieurs. Dans ce cas-là, il faut faire le beauty contest et obtenir plusieurs devis d'intervention. Et sur la partie administrateur judiciaire, donc mandataire ad hoc conciliateur, je ne vais pas parler pour mes confrères parce que chacun a sa pratique. Je peux vous parler de celle de l'étude. On est harmonisé et uniforme entre mes 11 associés et moi. On a une intervention au temps passé, donc on fixe un taux horaire. En général, on le distingue évidemment associé, collaborateur qui intervient sur le dossier. Donc, temps passé. Et nous, on pratique ce qu'on appelle un honoraire discrétionnaire. Discrétionnaire parce qu'elle a la discrétion du management qui est fixé à la fin de la mission. Donc, on a fixé et on fixe un plafond global pour donner une visibilité à l'entreprise. Et donc, dans ce plafond, va rentrer le temps passé en valorisation des heures par des taux horaires et l'honoraire discrétionnaire qui sera fixé dans ce qui reste du plafond qui ne sera pas consommé par le temps passé. Et ça, c'est à la discrétion du dirigeant ou de la dirigeante en fonction de l'adéquation de la solution trouvée et de la satisfaction de l'accompagnement fourni, en fait. Donc, il n'y a pas d'honoraire, nous, on ne pratique pas d'honoraire de résultat, en fait. Ce n'est pas simplement la conclusion d'un accord qui débloque, entre guillemets, un honoraire de résultat, c'est plutôt une approche en bonne intelligence avec la direction, parce qu'on vit le même dossier, donc on sait bien par quelles difficultés on est passé. Et ça a le mérite de mettre à l'aise le management sur le fait que nous, on est incité à être le plus efficace possible. Euh, et ça fonctionne très très bien. En fait, on n'est jamais déçu parce qu'encore une fois, on vit le même dossier et la relation de confiance qui se crée avec le management, elle conduit à des résultats très, très attendus, très cohérents. Merci, merci Charlotte. Alors bon, je comprends par rapport à la question qui était posée qu'il est difficile de donner une enveloppe en montant absolu, mais je crois que vous avez très bien décrit la démarche pour se faire une idée, puis vous réagirez. Alors, deux éléments complémentaires. Un, parfois les régions aident, Oui. notamment en Île-de-France, il y a des enveloppes, il y a des chèques prévention qui existent. Justement, Clément Vous allez en parler. va en parler un tout petit peu plus tard. Et juste, pardon, je souligne aussi qu'il existe aussi dans les assurances responsabilité civile ou accident d'exploitation, certaines polices d'assurance prennent en charge une partie des coûts associés à des procédures de ce type. Donc, ça vaut le coup de se renseigner. Alors, tant qu'on parle on n'est pas encore sur la dia qu'on a à l'écran, tant qu'on parle de police d'assurance en mode prévention, est-ce que, je ne sais pas si c'est dans votre champ, est-ce que on peut sensibiliser en tout cas partager avec nos participants ce matin ce qui serait opportun de faire
assurance perte d'emploi du dirigeant, parce que le Ah, tout à dirigeant, fait. voilà, on n'est pas salarié, on n'est pas salarié, on n'a pas de l'assurance chômage classique. Comment ça marche et à quel moment, jusqu'à quel moment, si je puis dire, on peut le faire? Alors, c'est vraiment, pour nous, un cheval de bataille, hein. La GSC, donc la garantie sociale des chefs d'entreprise, c'est une complémentaire pour assurer la perte d'emploi des dirigeants d'entreprise, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes couverts par la sécurité sociale. Donc, une GSC, elle va venir indemniser le chef d'entreprise quand il subit les défaillances de son entreprise. Et ça va venir prendre le relais de l'assurance chômage qu'il n'aura pas, à laquelle il n'accède pas par son statut. Donc, il faut le faire en fait. Il faut le faire parce que on est dans un système, et on va en parler dans les derniers points, on est dans un système qui ne protège pas les dirigeantes et dirigeants. Euh, et c'est d'ailleurs un des grands freins à l'entrepreneuriat, que de n'avoir aucun maintien de salaire en cas d'arrêt d'activité subie et la liquidation judiciaire. Alors, je ne parle même pas Euh, des dirigeants caution. Je passe un message simple. Si on vous fait signer quelque chose qui nécessite d'écrire pendant 3 quarts d'heure des mentions légales dont vous ne comprenez pas grand-chose en tant que dirigeant, ça s'appelle une caution, qui nécessite de remplir une page complète à la main pour qu'elle soit valable. Vous ne le faites pas. Vous en parlez à un avocat, un conseil à des pairs entrepreneurs, mais la caution solidaire du dirigeant, c'est d'arrière-garde, quoi. Ça ne doit plus exister dans un monde économique qui a mis en avant la séparation des patrimoines perso entreprise. Donc, non aux cautions, et je vais être volontairement brutale, c'est la sûreté du pauvre. Il n'y a pas une caution personnelle qui existe dans les grands groupes du CAC 40. En général, c'est uniquement pour soit les artisans commerçants, soit des entrepreneurs très isolés au démarrage, qui peuvent tout perdre derrière. Donc, non aux cautions personnelles du dirigeant. Et GSC à contracter, absolument. et merci beaucoup, Charles. Je me permets de poser une question de la Q&R, justement, sur des aspects très concrets. Quel est l'impact d'être tagué en procédure de redressement par rapport à des appels à projets publics ou des accès à des marchés publics? C'est très lourd. La règle, c'est que les appels d'offres ne peuvent être confiés qu'à des acteurs qui savent justifier de leur continuité d'exploitation pendant la durée du marché. Or, quand on est en procédure collective, par hypothèse, il y a un aléa de continuité d'exploitation, puisque tant qu'on n'est pas en plan, eh bien, la liquidation judiciaire n'est pas exclue. Autrement dit, c'est très théorique d'obtenir des marchés publics pendant qu'on est en procédure. Donc, comment on fait quand on a des entreprises concernées? On essaye d'aller très vite. On essaye de clôturer in bonis les prochains comptes en allant le plus vite possible. Et on fait des plans flash, ce qu'on appelle des plans d'étalement des dettes flash, entre 1 mois et demi et 3 mois. Ça nécessite d'aller très très vite pour justement pouvoir répondre aux appels d'offres in bonis et évacuer ce risque. Et Elia, Pascal, tu proposais de témoigner sur la GSC? Juste un petit mot pour vous dire que moi j'en ai bénéficié, alors pas dans le cadre de la liquidation, mais dans le cadre de la révocation. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle mon avocat m'avait accompagnée sur la rédaction de ce courrier pour que je n'ai pas à démissionner. Donc ça, c'est un point important. Le fonds majoritaire Tech Life m'encourageait à démissionner quand je leur ai dit que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils demandaient de faire. Et mon avocat m'avait tout de suite dit non, bien sûr que non. Vous allez les amener à vous révoquer parce que c'est plus sécurisant pour la suite, pour vous, d'un point de vue personnel. Donc, du coup, cette démarche d'envoyer un courrier de divergence stratégique, bien sûr, il faut qu'il soit écrit ou relu par un avocat à minima. Moi, on écrit toujours et on s'est revu après, de façon à ce que les acteurs comprennent bien qu'on est accompagné. Et qu'on est dans une démarche qui est gérée. Donc ça, c'est vraiment important. Et également pour que la JSC puisse s'appliquer, c'est-à-dire que l'avocat
m'a fait faire un courrier qui ne disait pas que je m'en allais, qui donnait un cri d'alarme. C'était vraiment ça pour dire, si on continue sur ce chemin, c'est un peu comme une rupture conventionnelle. Je veux dire, on ne peut pas travailler parce que vous allez emmener l'entreprise à sa perte. Donc, c'était un courrier de 3 pages, hein, donc, où tout était bien expliqué pour vraiment montrer cette divergence stratégique, c'est-à-dire on n'est pas d'accord parce que vous emmenez l'entreprise à sa perte et je ne veux pas être associé à ça. Et j'ai bénéficié de la GSC de façon assez simple. Hein, bon, bien sûr, il y a de l'administratif, des documents à donner. Et j'encourage vraiment toutes les entreprises, même si ça a un coût, à cotiser à la GSC parce que sinon, c'est rien. Et c'est du jour au lendemain, rien. Donc voilà, et tout ce qui est sécurité sociale mutuelle perdure pendant 1 an, je crois. Et puis bon, après, voilà, vous trouvez des moyens de vous financer, mais c'est vraiment très bien et très sécurisant. Donc, faut absolument le faire. Oui. Merci beaucoup Pascal pour ce témoignage et j'espère que ça convainc vous plus Charlotte, les entrepreneurs qui nous écoutent à vraiment prendre ces mesures au sérieux. Ce que je vous propose, Charlotte, pour poursuivre, c'est que peut-être vous faisiez pick and choose sur. Alors, il y a 2 slides, donc on n'a pas toutes les entreprises à l'écran, mais que vous choisissiez peut-être 2-3 exemples qui vous semblent particulièrement emblématiques, et peut-être qu'en les racontant individuellement ou à la fin collectivement, vous pouvez nous dire en fait comment ça se passe aussi émotionnellement et vers quelle piste on peut envoyer sur ce terrain émotionnel qui est pas facile à gérer, évidemment. Alors, je vais peut-être passer sur les exemples qu'on a sous les yeux là, parce que c'est la déclinaison de ce que j'indiquais pour les exemples 2 et 3, c'est-à-dire un besoin de cash et un partage in fine de l'effort entre soit les investisseurs existants, les banques et l'État. Enfin, pardon, les fournisseurs, ça je suis sur l'exemple 3, soit un effort trouvé grâce à des nouveaux investisseurs qui sont rentrés et le partage de l'effort avec d'autres créanciers d'entreprise. L'exemple 1, on l'a mis, c'est pas une sortie par le haut, au contraire, c'est vraiment un dossier d'accompagnement de l'entreprise avec qui on a cherché des solutions à chaque étape et on n'y est pas arrivé à chaque étape. Donc le dossier a fini en liquidation judiciaire, mais avec une vraie démarche pour sécuriser les essais cliniques, et même en liquidation judiciaire, on peut encore céder de façon isolée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si on n'y arrive pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à maintenir la société existante, les équipes en place, le management en place, et même si c'est tout à fait subi, le projet a survécu parce qu'il a été cédé de façon isolée en liquidation judiciaire. Alors, c'est pas l'exemple le plus joyeux, mais c'est juste pour dire que même dans ces cas de figure très dégradés, on peut accompagner avec soin la raison d'être de l'entreprise. Et pour des exemples plus engageants, il y a ce que vous avez en slide sous les yeux. Je vais parler de Nova Discovery. Nova Discovery, c'est pour montrer la vertu du plan de cession. Nova Discovery, en 2 mots, eux, ils faisaient des essais cliniques mathématiques au lieu de faire des essais cliniques humains, ce qui faisait gagner un temps fou aux développeurs de médicaments notamment. Et on n'avait pas réussi ce qu'on avait cherché à faire pendant plusieurs mois, c'est-à-dire faire réinvestir les actionnaires existants pour déployer un pivot de l'activité sur les activités historiques, alors même qu'il y avait les débouchés et qu'il y avait vraiment un joli carnet de commandes, mais qui nécessitait de sortir de l'énergie pour être exécuté. Et donc, on a dû lancer un appel d'offres. Et finalement, ce sont 2 cadres de l'entreprise qui ont repris la structure. Ils ont repris la structure équivalente sans traumatisme des équipes, puisqu'ils se connaissaient les uns les autres et qu'ils ont tenu à reprendre l'intégralité du savoir-faire. Et ils ont démarré un nouveau projet avec les actifs, avec les équipes, sans les dettes. Donc on voit un peu l'avantage, de façon très vertueuse. Alors c'est très particulier, hein, la reprise interne par les salariés. Ça suppose avoir les reins solides.
eux, c'était adossé à un fonds, d'investissement bien identifié, très solide également, et donc ça avait emporté la conviction du tribunal. Et ils vivent leur vie aujourd'hui avec beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et alors, peut-être pour boucler cette présentation, et je appelle à l'audience, hein, on ne vous voit pas, mais n'hésitez pas à profiter de la présence de Charlotte pour poser des questions par le système de Q&A. Oui, alors vous avez largement été motrice, Charlotte, dans ce groupe de travail et dans ce rapport sur l'échec et le rebond entrepreneurial avec Hélène Bourboulot. Qu'est-ce que vous, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire le contexte de ce rapport, ce que vous y avez dit, et puis comment il a été à date reçu? Alors oui, le contexte, c'était en fait un rapport commandé par à l'époque Olivia Grégoire, qui était ministre déléguée chargée des entreprises. Elle devait avoir dans son portefeuille le tourisme et la consommation aussi. C'était en 2024. Et le contexte de ce rapport, c'était le constat assez simple qu'en France, l'échec entrepreneurial, il est toujours très stigmatisé. Pour beaucoup de raisons différentes deviennent des obstacles en fait à l'entrepreneuriat. Donc ça avait vraiment le problème à deux facettes, à la fois la stigmatisation de ceux qui échouent et à la fois le découragement de ceux qui veulent entreprendre. Et on voulait identifier d'abord les obstacles culturels, juridiques, financiers à l'entrepreneuriat en France. Et ils sont de toutes ces natures, hein, culturelles parce que en France, dans une approche très judéo-chrétienne, on sort le fouet pour se flageller quand on a échoué tout seul dans son bureau à 23 heures, quand tous les collaborateurs sont partis en pensant qu'on est la cause unique et centrale de l'échec de l'entreprise, qui est une vision tout à fait, à mon sens, erronée de ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est un écosystème. Les entrepreneurs autour de nous sur ce webinaire le savent très bien, c'est un écosystème. Et on n'échoue pas seul de la même façon qu'on réussit pas seul. C'est toujours une réussite ou un échec collectif qui est lié à une conjonction de facteurs favorables ou défavorables. Et déjà, quand on fait ça, on sort de l'idée du chef ou de la chef d'entreprise tout seul dans son bureau qui doit répondre du succès ou de l'échec de ce qu'elle a déployé, puisque ce n'est pas la réalité même d'une entreprise. Donc déjà, premier élément, cette vision très centrée sur le chef d'entreprise du succès ou de l'échec, c'est aussi véhiculé à l'inverse par la mise en lumière de succès entrepreneuriaux autour de personnalités du dirigeant ou de la dirigeante, ce qui est tout aussi erroné que pour ce que je viens d'indiquer. Et donc, faire bouger cette mentalité dans les sphères médiatiques, dans les sphères entrepreneuriales et dans les sphères éducatives. Donc, on avait suggéré par les médias d'organiser plutôt des mises en lumière d'échecs, un peu à l'anglo-saxonne. Alors, j'aime pas trop faire du French bashing pour parler des anglo-saxons parce que c'est pas du tout mon approche. On a un très très beau système en France, notamment sur les outils que j'ai déployés. Pour faire un peu cocorico, on a servi d'inspiration à la réforme européenne des outils de restructuring, hein. C'est vraiment la France qui était pionnière là-dessus, qui a servi d'inspiration notamment avec les outils anglo-saxons par ailleurs. Donc on est très bien doté en France, c'est ça que je veux dire. Pour autant, sur l'échec entrepreneurial, on est encore vraiment trop dans ce système d'autoflagellation que j'ai décrit. Donc, pour faire évoluer ça, nous, ce qu'on portait, c'était de dire, bah, mettons en avant que, comme aux États-Unis, l'échec, c'est une validation d'apprentissage immense. C'est vraiment la meilleure VAE qu'on peut trouver, en fait, parce que c'est dans la difficulté qu'on apprend à ce point. Et le rebond, c'est une école extrêmement efficace. À telle enseigne d'ailleurs que le Covid a eu un effet inattendu. Quand la crise Covid est arrivée, ça a décomplexé les chefs d'entreprise qui faisaient face aux difficultés. Parce que pour une fois, il y avait un élément
un éléphant au milieu de la pièce tellement gros qu'on savait que si l'entreprise échouait, c'était pas de la faute du dirigeant, c'était la faute du contexte. Et ça a libéré beaucoup les managers de se manifester pour dire j'ai des problèmes et c'est la faute du Covid, c'est pas moi qui ai démérité. Et cette évolution-là était assez favorable en fait psychologiquement parce qu'elle a permis de débugger cette approche erronée de l'échec portée par le dirigeant ou la dirigeante. Donc tout ça pour dire que face à ces obstacles-là, culturels et éducationnels, nous on portait l'idée de mettre en avant l'échec, mettre en avant la VAE que ça représente, organiser une journée du rebond, sensibiliser dans les écoles de commerce sur le fait que l'échec fait partie du succès. C'est vraiment sur le chemin du succès qu'on va le rencontrer et on en tirera des outils et des vertus pour toute la vie entrepreneuriale qui va suivre. Donc en parler dans les médias, en parler dans les écoles. Et sur le plan purement financier, c'est ce que vous avez sur la partie de gauche de l'écran. Permettre le rebond financier du dirigeant, en fait. Donc, c'est la GSC, c'est le fait que le lendemain de la liquidation, ils ne se trouvent pas avec 3 courriers des banques pour dire qu'ils vont prendre une sûreté sur le domicile parce qu'ils ont signé, parce il avait accepté de signer un engagement de caution. Donc, c'est geler les cautions. Et puis, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce qu'on parle vraiment du 1% de nos dossiers, mais c'est euh, assouplir le régime des sanctions, raccourcir les délais de prescription pour pouvoir faire table rase de l'expérience échouée plus vite, alors que les procédures en France durent très longtemps. Créer des fonds de soutien et modifier un régime juridique du crédit bail. Je vous épargne ça, ça va intéresser personne, même si c'est central dans nos journées à nous. Voilà. Donc, c'est permettre financièrement aussi de rebondir avec sérénité et sur l'aspect plus psychologique et culturel, aborder les choses différemment dans un stade plus précoce. Merci Charlotte. Et j'étais en train de reconsulter la page Wikipédia d'Olivier Grégoire et de Olivia? voir Olivia Grégoire, pardon, de voir qu'elle était députée aujourd'hui. Quelle a été la réception et est-ce qu'on peut- Alors, comment vous dire qu'on a rendu notre rapport après la dissolution? Donc, on avait d'interlocuteurs que précédemment. Olivia Grégoire, elle a connu la défaillance par ses parents. Elle a vécu ça. Donc, elle était très, très attachée à ce rapport. Elle a participé aux travaux, elle y a apporté une attention sincère, je veux dire, pas bureaucratique, pas désincarné, non, c'était très, très incarné. Et quand on a remis notre rapport, ben voilà, il était disponible, mais la ministre qui l'avait commandé n'était plus là ou était en partance, et c'est Antoine Armand qui avait réceptionné notre rapport à l'occasion des assises du rebond. Et donc maintenant, ben, nous, on a fait le boulot. Maintenant, ben, il est entre les mains et sur la bibliothèque, j'espère sur le bureau du nouveau ministre, pour être en tout ou partie adopté dans la vie réelle, quoi. on va voir ce qu'on peut faire avec notre casquette médicine à nous pour contribuer à faire avancer ça. Peut-être avant de repasser à la réalité anglo-saxonne avec Christian que Charlotte vous évoquiez il y a quelques instants, alors, on a 34 participants avec nous là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut, qui sont possiblement dans des situations assez hétérogènes, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil un peu générique à nos auditeurs de ce matin? Alors, il y a 3 choses qui me viennent. La première, pour parler de l'entreprise d'abord, on pilote une entreprise avec des prévisionnels. Ça paraît bête, mais c'est vraiment la base. On met à jour ses prévisionnels et quand on anticipe une difficulté, à ce moment-là, on pense à la boîte à outils. J'ai besoin de négocier avec un tel, j'ai besoin de temps j'ai besoin d'un réinvestissement, j'ai besoin de convaincre mes actionnaires. Quels outils sont disponibles? Comme c'est assez hermétique, bah, soit on se renseigne par soi-même. Nous, je fais pas de publicité, je le dis parce que c'est un outil qu'on a développé pour les dirigeants et pour leur auto-diagnostic et pour leur auto-détermination. C'est un guide qu'on a écrit avec une de mes associées, bah, Hélène Bourboulou pour pas la citer, et qui s'appelle le guide de l'entrepreneur éclairé. Ça vise précisément à s'adresser au manager un peu isolé tout seul chez lui qui sait pas trop ce qu'il doit faire avec ce qu'il a.
Il est téléchargeable, c'est gratuit, on n'a aucune forme de prétention là-dessus. C'est vraiment fait pour guider. Donc, on met à jour ses prévisionnels. 2, on réagit en s'isolant pas. Donc, il faut plutôt aller parler à ses pairs ou aller parler à un conseil. Et si ce conseil, on le sent pas, et ben on change, parce qu'on a le droit d'être exigeant avec les gens qui nous conseillent, hein. Et on bouge. On reste surtout pas replié et on se met pas dans sa zone de confort. Je sais pas si c'est l'acquisition client, on se jette pas à corps perdu dans l'acquisition client si on n'a même pas financé notre BFR à date ou si on sait que dans 2 mois on finance plus notre activité courante. Donc ça c'est pour l'entreprise. On anticipe en fait et on s'entoure. Euh, et plus on vient tôt dans ces procédures, plus on décide et on autodétermine l'issue. Dans l'autre sens, plus on vient tard, plus on subit. Et quand je parle de tard ou de tôt, je parle de cash. C'est le cash qui donne le temps dont on dispose pour traiter les problèmes. Plus on vient tôt, plus on décide, plus on vient tard, plus on subit. Et à titre personnel pour les dirigeants, c'est ce qu'on a dit. GSC, 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 et pas de caution. Grand merci, Charlotte. Eh ben, on mettra dans les références en follow-up de ce call, notamment le guide de l'entrepreneur éclairé. J'ai bien noté. Vraiment un grand merci. On a parlé du channel de la réalité anglo-saxonne. Je me tourne vers toi, Christian. Christian, bienvenue dans cet échange. Tu étais en charge donc du business développement dans une boîte microbiote. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Eagle Genomics, tu peux nous dire en 2 mots quel était le projet entrepreneurial d'Eagle Genomics? Oui, bonjour à tous et je m'excuse pour les problèmes techniques au départ. Donc, je vais vous donner un petit peu de background sur ce qui s'est passé. Donc, Eagle Genomics était une entreprise qui a été montée en 2008 par 2 scientifiques et qui, comme le nom de l'entreprise le dit, faisait du service d'analyse de données dans le monde génomique. Et ça s'est très bien passé pendant 10 ans, jusqu'en 2018, où là, il y a eu un gros changement dans l'entreprise, une prise de contrôle par je m'excuse, je vis en Angleterre depuis longtemps, donc je vais être obligé de vous donner des mots en anglais de temps en temps, mais par le chairman du board, qui est devenu le CIO et qui donc a pris 2 décisions. La première, c'est de changer de génomique à microbiomique et de passer de service à produit dans la même foulée. Et commencer aussi à développer un produit unique au monde qui était un multilayer hypergraph, donc un hypergraphe à différents niveaux, pour analyser les données complexes du microbiote et livrer ce produit de façon SaaS à des grosses entreprises mondiales. Donc voilà l'histoire de Eagle Genomics. L'entreprise, au départ, a cru de façon organique, assez normalement. Ils étaient 28 ou 26 ou 28 avant Covid. Je suis rentré en janvier 2022 et moi, je suis rentré en numéro 130. Donc, vous voyez la progression hyperbolique de la masse salariale associée avec des problèmes de management qui vont avec. Et pendant Covid, une force salariale qui était globale, puisque nous avions des équipes aux US, en France, en Allemagne, en Inde. Donc, voilà l'entreprise, comment ça s'est passé. Et en mars 2024, nous avons tous été remerciés. Donc moi, j'ai vécu la liquidation de l'intérieur, puisque j'ai été remercié par Zoom, par un cabinet de liquidation qui m'a dit à la fin du call, ben voilà, vous venez de perdre votre travail, vous fermez votre ordi et ben, c'est fini. Et ce que j'ai pu voir par rapport à ce que j'ai vécu, c'est qu'en France, vous avez énormément de choses qui peuvent se passer. Ici, en Angleterre, on a beaucoup moins. Moi, j'ai perdu mon salaire du jour au lendemain et j'ai pas eu d'aide et j'ai pas été payé pour les 20 jours pour lesquels j'ai travaillé au mois de mars 2024. Donc, le choc est terrible, puisque du jour au lendemain, on se retrouve sans rien.
Donc, il a fallu rebondir, et c'est ce que j'ai pu faire depuis juillet 2024. Mais les problèmes de l'entreprise, en fait, ont commencé en 2018 et se sont développés à petit feu jusqu'à la fin. Et maintenant, a posteriori, quand on analyse la situation, il y avait des feux rouges qui se sont mis, mais qui n'ont pas été regardés, qui n'ont pas été étudiés, qui n'ont pas été adressés. Et malheureusement, mon entreprise a disparu. Et justement, Christian, avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait pu être fait, gérer différemment? C'est une question. Avec le recul et travailler avec l'entreprise qui a aidé à la liquidation, j'ai eu accès à beaucoup de choses en tant que créditeur de l'entreprise. Je ne sais même pas où commencer, en fait. Parce qu'il y a eu des problèmes à tous les niveaux de management, mais surtout un problème au niveau exécutif. L'équipe exécutive était malheureusement pas au niveau. On avait des visionnaires, très bons visionnaires, mais pas des exécutifs, qui fait qu'il y avait une dichotomie complète entre la réalité et le rêve. Et malheureusement, dans une start-up, ça passe pas. Donc, quand je vous parle du start-up, on est comme 130. On a eu, ce qui s'est passé, c'est que ça se passait un peu mal. Il y a eu un changement de CIO à l'été 2023, avec un tout petit peu de réinvestissement qui est arrivé. Le lendemain où le nouveau CIO est arrivé, 70 personnes ont été licenciées. Donc, en l'espace d'une semaine, vous comprenez un peu à la moitié de la masse salariale qui part, la connaissance de l'entreprise qui part en l'espace d'une semaine. 60 sont restés et 6 mois après, 60 sont partis. Donc il y a eu des problèmes au niveau exécutif. Le second CIO, le dernier CIO, n'était pas non plus du tout adapté à l'entreprise, parce que c'est quelqu'un qui venait du monde logiciel, mais d'une entreprise globale que tout le monde connaît. Vous utilisez potentiellement leur système d'exploitation. Et donc, très bien pour ça, mais malheureusement pas bon pour une start-up. Donc beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Je pense que pour une école de MBA, il y a tellement de cas d'études à faire avec cette entreprise que je ne sais même pas où commencer. Dans la conf où on était hier avec Elia HAS à l'Institut du Monde Arabe, il y avait justement des entrepreneurs qui sont successful aujourd'hui, mais qui se sont pris les pieds dans le tapis plusieurs fois, qui partageaient que la stratégie, c'est 20% du succès, la qualité de l'exécution, c'est 80%. Et la qualité je peux t'interrompre? Bien sûr. La qualité des gens aussi, puisque dans le monde du microbiote, c'est un domaine émergent. La connaissance du domaine est hyper importante pour créer la crédibilité vis-à-vis du client. En fait. Et un des problèmes de l'entreprise a été d'utiliser des gens qui étaient très bons, mais qui n'avaient aucune connaissance du secteur. Et non pas du secteur, mais de la biologie. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a créé d'énormes problèmes dans l'entreprise. Puis en plus, il n'y avait pas de système de formation pour ces exécutifs. Donc on avait des gens très bons, mais qui n'étaient vraiment pas adaptés à la conversation avec des entreprises où là, il y avait des spécialistes. Donc là, il y a un moment dans les entreprises où on a besoin d'une équipe exécutive qui vraiment comprend ou qui veut comprendre le secteur, mais vraiment pas de façon superficielle, de façon assez poussée, ou de prendre des gens qui ont la connaissance de ce secteur. Moi, c'est pour ça qu'ils m'ont embauché, mais malheureusement, ils m'ont sous-utilisé. Et à partir de ce moment-là, on a vu où on a fini. Donc je pense que l'exécution est absolument, il faut être super focus, il faut vraiment pouvoir faire les choses de façon très rapide. Mais ici, il faut avoir une connaissance du secteur, surtout dans les domaines émergents, comme par exemple le microbiote ou autres.
secteur de ce type. Merci Christian. Pour conclure, quelles seraient peut-être les 3 grandes leçons que tu invites à retenir? Oui, alors en tant qu'employé, et malheureusement pour les dirigeants qui nous écoutent, pour un employé, vous êtes à l'écoute d'autre chose. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre travail ou d'être dans une situation difficile. Okay, donc en Angleterre, il n'y a rien du tout pour nous aider. Moi, je peux vous dire, j'ai touché 6 000 € de la part du gouvernement suite à la liquidation du business. Les assets ont été récupérés par une autre entreprise. Pour l'instant, on attend toujours que récupérer un petit peu de cette vente. Bon, 6 000 €, pas beaucoup en fait. Donc, être à l'écoute de ce qui se passe. Il faut être prêt à pouvoir, en fait, aller de l'autre côté, parce qu'à la fin, on a besoin de payer son emprunt maison, on a besoin de manger, on a besoin de vivre. Donc, malheureusement, dans un pays anglo-saxon, il faut être prêt à se jeter dans une autre entreprise. Moi, c'était ma 3e start-up. Donc, comprenez que j'arrive avec un background qui est quand même assez important dans ce domaine. La deuxième, c'est vraiment pouvoir challenger le CIO. Et puis, il faut y aller. Parce qu'en fait, nous, on avait un CIO qui n'acceptait pas du tout même la discussion. Le challenge, ce n'était pas la peine. Moi, j'ai essayé. Bon, j'ai eu ma discussion avec les ressources humaines à un moment, puisqu'il n'a pas aimé. Bon. Et je pense que là, il faut pouvoir aller parler au CIO de façon très honnête et dire, bon, ben voilà, ça se passe mal. Ça peut être mal accepté, mais bon, à la fin, comme Charlotte a dit, c'est un écosystème, on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule tous. C'est pas une personne, c'est pas 2 personnes, c'est pas l'exécutif, c'est vraiment l'entreprise qui est soudée et qui fait bouger les choses. Donc ça, c'est le point important pour moi. Et puis, le troisième, eh ben, si vous faites quelque chose, si vous pensez qu'une start-up, c'est du 9h, 5h et que c'est des week-ends tranquilles, donc il faut vraiment avoir une réalité devant les yeux. La start-up, c'est malheureusement du non-stop. Et si un client, et ça c'est une question que moi je pose quand j'interviewe des gens, si j'ai un client qui est en Californie et qui veut un call à 2h de l'après-midi dans son temps et que moi ça m'amène à 4h du matin, est-ce que vous le faites ou pas? Moi, j'ai des gens qui me disent non, je ne le fais pas. Bon, bah voilà, c'est pas la peine. Vous venez pas. Parce que la start-up, c'est le cash qui doit rentrer hyper rapidement de façon à pouvoir continuer à faire vivre l'entreprise. Et c'est pas du 9h à 5h et c'est pas du week-end tranquille. Parfois, il faut savoir bosser le week-end, même en tant qu'employé, puisqu'on a besoin de livrer quelque chose au client le lundi matin. Donc voilà, moi je pense que j'étais dans une entreprise où il y avait trop de gens qui pensaient que ça y est, ils avaient réussi. 9h, 5h, 5h01, on met l'ordi en veille et puis on revient le lendemain matin à 8h59. Le week-end, c'est pas la peine, j'ai planifié des choses. Bon, bah, voilà. Et donc, ça, même dans une entreprise de 130 personnes, domaine émergent, il faut savoir parfois faire des exceptions et venir travailler le week-end. Donc, ma conclusion, un gâchis énorme, financier, humain, mental. Beaucoup de gens se sont recasés, puisqu'on avait beaucoup d'architectes logiciels, commerciaux, développement, business développement. Les gens qui ont été responsables ou qui ont eu une part de responsabilité refont un tour de manège avec les mêmes idées, les mêmes. Et ça me choque, ça m'attriste, ça m'énerve. Mais il y a une vie, en fait, un gros coup comme ça, il y a une vie après. Il faut pas tomber comment ça s'appelle, dans la morosité. Il faut se faire aider. Il faut utiliser son réseau. Moi, je fais du sport d'endurance. Je suis pas un grand sportif, mais je fais du sport d'endurance. Ça m'a beaucoup aidé à avoir cette résilience pour continuer, pour me dire, bon, bah, écoute, Christian,
c'est pas c'est pas la fin de ta vie professionnelle, tu es âgé, mais il y aura quelque chose qui va tomber. Et en fait, j'ai monté mon cabinet de conseil du fait des difficultés de trouver un autre travail. Et maintenant, il y a des mois, je suis à plein temps, avec des projets parfois en attente dans le domaine du microbiote, puisque j'apporte une valeur qui est unique dans ce domaine. Et je suis contacté par des entreprises autour du monde pour venir les aider au niveau stratégique et exécution, et ne surtout pas répéter les erreurs que nous avons fait à Eagle. Et c'est pareil, je fais partie de l'équipe qui a perdu, donc c'est nous avons échoué. Donc j'ai pas envie que quelqu'un revive, si possible, cette aventure de se faire licencier par Zoom un jeudi soir et ne plus avoir de travail en l'espace de 2 secondes. Donc voilà. Un grand merci, Christian, pour ton témoignage. Pascal, sur le fil entre intervenants, m'indique qu'elle rejoint, elle est très en résonance avec l'analyse que tu as partagée avec nous en conclusion. C'est Pascal. Clément, je vais me tourner vers toi. Alors, nous, Medicine, on travaille bien sûr de concert avec vous, la région Île-de-France. La région Île-de-France, vous avez mis en place des aides dans ces situations délicates qu'on a évoquées depuis le début de ce webinaire. Est-ce que, Clément, tu peux nous dire quel est ton rôle à la région Île-de-France et comment la région a choisi de se positionner sur ce sujet important et pas facile? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, David. Merci, Elia, pour l'organisation. Donc, moi, je travaille à la région Île-de-France, qui en fait intervient dans le développement économique, tout comme l'État, c'est sa compétence. La région est la collectivité territoriale chef de file en matière de développement économique. Et à ce titre, elle a aussi vocation à intervenir au soutien des entreprises en difficulté. Et donc, dans ce cadre-là, au vu des chiffres qu'on a donnés au début du webinaire, la région a souhaité renforcer son intervention, se muscler un peu, et a voté en conseil régional du 26 mars 2025 une série de dispositifs pour aider les entreprises, tout particulièrement celles en procédure de prévention, puisque comme Charlotte l'a très bien expliqué, on a un taux de succès, un taux de retournement réussi des entreprises qui est bien plus important dans les procédures de prévention parce qu'évidemment, on prend les problèmes plus tôt. Et le but, c'est d'inciter les dirigeants à se mettre sous la protection du tribunal de commerce dès que les premières difficultés se font jour, et à, en quelque sorte, lever les barrières psychologiques à aller voir le tribunal de commerce. Donc, je vais vous partager ma présentation. Hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, la première chose, c'est que la région Île-de-France a activé une cellule sauvegarde des entreprises, dont j'ai la responsabilité, dont le but est d'identifier et d'accompagner les entreprises fragilisées, dont évidemment les biotech et les medtech font partie. Le sourcing des dossiers est assez variable. Ça peut être des entreprises qui sont déjà lauréates d'autres dispositifs comme notre gamme InnovUp, PMUp, ou d'autres dispositifs pour aider aux investissements matériels, immatériels ou au développement de l'innovation, par exemple. Ça peut être aussi des signalements politiques d'élus du conseil régional, des députés, des maires, qui nous signalent des entreprises en difficulté dans leur circonscription. Donc, on est une petite cellule, hein, on est tout petit, on est 3, mais l'objet, c'est vraiment de travailler de concert avec tous les acteurs publics et privés au soutien des entreprises en difficulté, notamment les services déconcentrés de l'État. Donc, je vais en parler très rapidement, mais c'est assez important de les connaître. Ça a été évoqué rapidement par Charlotte, mais voilà, il y a tout un tas il y a une boîte à outils assez importante à la disposition des entreprises. Il y a des interlocuteurs à aller voir en fonction des différentes dettes qu'on peut avoir. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les CODEFI, qui sont des commissions départementales sous l'égide des préfets,
et qui analyse en fait les dossiers des entreprises en difficulté, notamment avec les commissaires aux restructurations des entreprises, les CRP. Donc nous, on les voit tous les trimestres et on s'envoie mutuellement des dossiers et on voit comment on peut concrètement les aider, soit avec les outils État, soit avec les outils région. On travaille aussi avec la Banque de France, avec l'URSSAF, avec la DRFIP. Et juste 2 mots justement sur la DRFIP et l'URSSAF. Quand vous avez des dettes sociales ou des dettes fiscales, il y a quelque chose à faire, mais ça peut aussi être fait dans le cadre des procédures de prévention dont on a parlé, c'est d'aller voir les CCSF. C'est les commissions des chefs de services financiers qui en fait regroupent le fisc et l'URSSAF. Et ça peut vous permettre en fait de faire un étalement de vos dettes fiscales et ou sociales. Euh, Ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans exceptionnellement. Et c'est quelque chose de très intéressant à faire. Je ne devrais pas forcément le dire, mais le but, c'est d'arriver en procédure de conciliation ou de mandat ad hoc avec encore de la trésorerie. Dans ces cas-là, vous ferez une négo de manière beaucoup plus confortable. Et une des premières choses à faire, c'est en fait de se constituer sa trésorerie sur les dettes fiscales et sociales, justement parce que les CCSF peuvent étaler ces dettes-là. Ils ne peuvent pas étaler des dettes qui ne sont pas encore exigibles, d'où l'intérêt de le faire. Voilà, donc cette cellule, elle existe. On accueille les entreprises, on les oriente, on fait une analyse des bilans, des perspectives de l'entreprise. On travaille aussi en réseau avec les tribunaux de commerce, évidemment, notamment les cellules d'information et de prévention qui organisent en fait qui accueillent les entreprises. Donc c'est dans chaque tribunal de commerce. Ça va être Évry, ça va être Cergy, ça va être Bobigny et Paris et Versailles. Tous les jeudis, vous avez la possibilité, lorsque vous vous posez des questions sur votre situation, notamment l'état de cessation des paiements, euh, d'aller voir de manière confidentielle, pendant 30 minutes, un triumvirat composé d'un juge consulaire, un juge au commerce, un expert comptable et un avocat. Et lors de ce rendez-vous complètement confidentiel, ils vont faire un diagnostic de votre situation et après vous conseiller de déposer ou pas une requête pour une procédure de prévention ou au contraire d'aller se placer en sauvegarde ou en redressement, voire en liquidation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et ça a été voté en mars, c'est effectif depuis mars, c'est l'élargissement du chèque prévention qui désormais s'adresse aux PME de toute taille à partir du moment où vous avez un salarié. Et on vient prendre en charge une partie, donc avec un taux d'intervention de 50%, dans un plafond de 10 000 euros, une partie des frais, tous les frais qui sont associés à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Donc ça peut être les frais de greffe, ça peut être les honoraires d'expert comptable, les honoraires de CAC ou de mandataire, mandataire ad hoc ou conciliateur, et nouvellement les frais d'IBR. Les frais d'IBR, c'est ce qui est demandé. Les IBR sont souvent demandés pour les PME d'une certaine taille pour faire un peu un diagnostic et donner des perspectives financières de l'entreprise. Et c'est souvent la base de discussion dans le cadre de ces procédures de conciliation. Donc ce chèque, ça n'est pas une avance. Il faut que la condition, c'est que la procédure soit allée au bout, c'est-à-dire que vous ayez un protocole qui soit juste constaté ou homologué. Il faut avoir eu un protocole. Alors, on ne peut pas faire d'avance, donc vous ouvrez votre procédure, vous la faites, et ensuite vous allez voir le guichet. C'est un dépôt de demande tout simple sur notre plateforme qui s'appelle Mes Démarches. Et vous faites votre demande. Donc, utilisez-le. C'est vraiment une logique de guichet. Tous les secteurs d'activité sont éligibles, donc il faut absolument y aller. Ensuite, le dispositif majeur, c'est la création du fonds de prêt Île-de-France Prévention. Vous m'entendez bien, hein? Absolument, très bien. Okay, d'accord. J'avais juste parce que je ne vous vois plus du tout et en fait, je voulais être certain de ne pas parler dans le... Pardon, je vais refaire... Hop, je vais m'en mettre là. Donc, la grosse annonce, c'est la création du fonds Île-de-France Prévention.
dont la plateforme a été mise en ligne ce lundi. Donc, elle est ouverte. Donc là, c'est un dispositif qui est un peu plus restreint, mais les medtech et les biotech ont la chance de faire partie des secteurs stratégiques au sens du schéma régional, et donc vous êtes éligible en termes de secteur, en tout cas. Donc, c'est un prêt de trésorerie. On vient financer le BFR, chose rare sur le marché. En fait, on s'est inspiré de ce qui est déjà existant dans certaines régions, pas toutes, et la région vient intervenir au stade des procédures de prévention. Vous voyez, on a enrichi notre boîte à outils, toujours au stade des procédures de prévention. Donc, il faut être in bonis, il ne faut pas être entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne. Donc, à partir du moment où vous êtes en sauvegarde ou en redressement, ça n'est plus possible. Et on peut proposer des prêts jusqu'à 300 000 euros. La condition, c'est qu'on est en cofinancement. Alors là, la présentation date un peu, mais en fait, on est contraint par les règlements européens dans lesquels on s'inscrit, en l'occurrence le règlement de minimis. On ne peut faire que du cofinancement en emprunt bancaire. On pensait pouvoir autoriser les apports en fonds propres ou quasi-fonds propres. Ça n'est pas possible. Parce qu'il y a un calcul d'équivalent brut de subvention, je vous passe les détails, mais on ne peut faire que du cofinancement bancaire. Pourquoi on fait du cofinancement bancaire? Parce que le but, c'est d'inciter les acteurs bancaires, le privé, d'y aller aussi. Charlotte évoquait tout à l'heure un refinancement à un tiers, financeurs publics, financeurs privés et actionnaires. Ça peut tout à fait être le cas. S'il y a un besoin, par exemple, de 500 000 euros, chacun y va. On fait, je vais prendre plutôt, oui, enfin voilà. La durée d'amortissement trimestriel est de 7 ans maximum et on peut proposer un différé jusqu'à 2 ans. Donc, c'est un différé en capital, vous payez les intérêts pendant ce différé. Les dépenses éligibles, j'ai dit, on est sur le BFR et on a souhaité le rendre éligible aux PME assez structurées. Donc, on est sur des PME à partir de 20 salariés. Voilà. Je ne peux pas encore vous donner de retour d'expérience sur ce prêt puisqu'il vient de sortir, mais il a tout à fait vocation à se positionner sur des entreprises medtech ou biotech. Ça peut être des entreprises qui sont le cas qu'on voit beaucoup en ce moment, effectivement, c'est des levées de fonds avortées ou décalées. Dans ces cas-là, le temps presse. Ou alors un développement de produits plus long que prévu. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut intervenir. Donc, juste 3 mots au sujet du délai de décaissement entre le moment où vous déposez votre dossier sur la plateforme et le moment où on va vraiment pouvoir décaisser. Pour l'instant, je ne peux pas encore trop vous dire, mais il faut minimum compter 3 mois, à mon avis. Et ça va dépendre de 2 choses. Si on intervient au début de la procédure, la procédure va se dérouler et ensuite, on aura la présentation du dossier à un jury interne. On a composé à la fois avec des élus du conseil régional et des experts des entreprises en difficulté. Donc, on a une administratrice judiciaire, un avocat, un expert comptable, des représentants de l'État, de la Banque de France, de l'URSSAF, et puis des représentants de fédérations professionnelles dans l'industrie notamment. Voilà. Donc, une fois que le dossier est présenté, ensuite il est voté et le prêt peut être décaissé. Le dernier dispositif dont je vous parle très rapidement, je vais passer dessus parce que ça vous concerne peut-être un peu moins. On a un outil qui est la foncière de la région, qui s'appelle la Société d'économie mixte investissement et territoire, qui permet de proposer des solutions en matière de foncier pour dégager de la trésorerie. En fait, la SEM peut racheter les bâtiments et les mettre en location, sous réserve évidemment de la capacité de l'entreprise à rembourser les loyers, pour ensuite, avec une option de rachat in fine, donc en général à 5 ans. Mais là, on est plutôt sur du foncier industriel, donc tout dépend de votre maturité. Voilà. Et donc, pour toute question, vous pouvez vous adresser à cette adresse. Et je le redis, la plateforme de dépôt des demandes, que ce soit pour le chèque ou pour le prêt, s'appelle Mes Démarches.
Merci, justement Clément, merci beaucoup par rapport aux questions. On a une maintenant. Est-ce que le montant indiqué des 300 000 euros, c'est le montant max de la région ou c'est le montant max auquel de la région plus la banque qui va cofinancer ce prêt? Très bonne question. C'est le montant max de la région. Donc, s'il y a un besoin de trésorerie de 600 000, on peut tout à fait faire 300 et l'entreprise aller chercher un prêt bancaire auprès de plusieurs établissements. D'ailleurs, c'est possible, de 300 000. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Clément. On espère que ça vous aura donné aux entrepreneurs qui nous écoutent quelques pistes. Et alors on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, ça fait long. Donc on espère que les courageux qui sont encore avec nous, on a voulu apporter une touche un peu plus légère en fait. Et avec Antonin qui est avec nous, on fait beaucoup le parallèle donc, entre le monde du sport, le monde de l'entrepreneuriat, puisque donc c'est le sportif comme l'entrepreneur, c'est souvent un- une volonté d'accomplissement de soi, un dévouement, on va dire, à son entreprise ou à son sport. Et donc, Antonin, vous êtes judoka en équipe de France et vous avez commencé ce sport très jeune. Et alors, vous nous avez dit que vous avez eu notamment des blessures assez tôt. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'état d'esprit dans lequel se retrouve un sportif lorsque une blessure en fait vient contrecarrer les objectifs qu'on s'était initialement fixés? Oui. Déjà, bonjour, merci pour l'invitation. Oui, bah, la blessure fait partie du sport, donc tout sportif sait que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, bah, c'est vécu comme une forme d'échec, hein, parce que forcément, qui dit blessure, on dit pas d'entraînement, pas de compétition, et c'est généralement pour des blessures graves de la rééducation, et après, il faut réussir à retrouver son niveau. Donc c'est vrai que c'est un vrai coup de frein dans une carrière sportive. Et du coup, ce qui est important, c'est un changement d'objectif à court terme. Donc forcément, qui dit blessure, on n'a plus les mêmes objectifs. Donc ça va être l'objectif, c'est de revenir au plus vite à son meilleur niveau. Et là, c'est essentiel de tout mettre en place pour réussir à faire ça. Donc dans un premier temps, voir les médecins et une prise en charge rapide pour réussir à être soigné rapidement. Mais c'est aussi essentiel d'essayer de comprendre pourquoi on s'est blessé. Parce qu'il ne faut pas que subir, mais il faut essayer de comprendre le mécanisme. Et surtout lorsque les blessures sont récurrentes, comme moi, c'était le cas à l'époque où j'ai subi pas mal de blessures importantes sur 2 3 ans. Et du coup, on essaye de comprendre le mécanisme et il y a forcément un problème dans la méthode d'entraînement. Et alors là, c'est intéressant d'essayer de modifier le rythme d'entraînement, l'intensité, l'alimentation, la récupération. Après, c'est à nous et à notre staff autour d'essayer de comprendre et d'améliorer le processus pour pas que ça se reproduise. On peut faire le parallèle avec le monde professionnel. On peut louper une vente avec un client, ça arrive, il y a des facteurs extérieurs. Par contre, quand on commence à louper beaucoup de ventes d'affilée, c'est qu'il y a un problème dans le processus de vente. Il faut modifier quelque chose pour réussir à vendre un produit. Oui, vous parlez du staff aussi autour. Et donc là, c'était dans le cas d'une blessure, mais c'est vrai que bah, le judo, c'est un sport individuel. Donc même s'il y a tout votre staff autour, votre équipe, votre entraîneur, pendant que vous combattez, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, vous êtes seul. Et alors, comment est-ce qu'on gère justement un combat qui tourne pas vraiment comme l'on voudrait? Est-ce que on arrive à impliquer l'équipe ou est-ce qu'on a tendance à, je peux reprendre les termes qui ont été utilisés, mais s'auto-flageller un petit peu? Bah, après, c'est vrai que c'est un sport individuel, c'est nous contre quelqu'un sur le tapis. Donc, l'équipe est là pour nous aider au mieux, mais après, c'est à nous de faire le travail quand on est sur le tatami et de faire le combat. Donc, on peut pas flageller son équipe autour. Au contraire, ils sont là pour nous aider normalement. Après, à côté, si on a des choses, on est en désaccord, là, on peut discuter avec eux, modifier notre méthode d'entraînement. Mais après, c'est là où, dans le judo, il y a l'aspect mental qui rentre vachement en compte, oui, dans tous les sports de combat et même en général dans tous les sports à haut niveau. Mais c'est là où c'est intéressant d'être prêt mentalement, parce qu'en fait, l'équipe peut nous mettre dans les meilleures conditions, mais après, une fois qu'on est sur le tapis, ah bah, là, il n'y a personne qui peut venir nous aider. Donc là, du coup, nous, de nos jours, dans le sport, il y a beaucoup d'athlètes qui vont faire appel à un préparateur mental. Alors à l'époque, c'était mal vu, c'était un peu ah, il est faible, il n'a pas de mental. Mais aujourd'hui, c'est très répandu. Même Teddy Riner, dès ses débuts, à l'âge de 17 ans, il avait déjà compris, il faisait déjà appel à un préparateur mental.
Donc voilà, ça permet d'optimiser les performances avant la compétition, pendant et après. Et alors cette préparation mentale, justement, qu'est-ce que vous apprenez à ce moment-là? Alors après ça va dépendre de chaque profil. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais ça peut être par exemple la gestion des émotions avant la compétition ou pendant. En fait, ça va dépendre vraiment de tous les profils. Après, il y a aussi la visualisation. Ça peut nous permettre de mieux gérer, de s'imaginer déjà dans un contexte bien précis, ce qui aide à le réaliser. Il y a aussi pas mal de techniques de respiration. Enfin, après ça dépend vraiment du profil et de chaque personne. Oui, je comprends, mais je reprends un peu ce que vous venez de dire pour revenir aussi à la réalité des entreprises où on a beaucoup parlé là du fait de se faire accompagner, d'avoir un soutien. Et donc là, vous parlez de votre staff et de votre équipe, mais pour les entreprises, en fait, il y a des associations qui existent et qui accompagnent les entreprises en difficulté. Donc, au-delà de tout ce qui est procédure, administrateur judiciaire, avocat, etc. On a une association qui s'appelle notamment Second Souffle, qui accompagne du coup gratuitement, qui est là pour apporter un espace de répit un petit peu aux entrepreneurs. Et une fois passé le stade de la liquidité, il y a une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds avec qui on travaille et qui est vraiment là pour faire un accompagnement, vous aider à faire votre deuil, à la limite, si je puis dire ça comme ça, et puis aussi vous aider à rebondir et à vous reconstruire sur de nouveaux projets. Donc vraiment, c'est des gens très bienveillants et avec qui il est important de s'entourer si vous n'arrivez pas forcément à trouver ailleurs. Donc c'était ma petite parenthèse. Je vois que Clément, vous vouliez intervenir si vous avez un commentaire à faire. Oui, Elia, les deux associations que vous avez citées sont très connues et effectivement, on salue leur travail. J'en ajouterai une troisième qui s'appelle l'APESA. C'est un réseau associatif aussi partout en France, dont l'objet est la santé mentale des dirigeants, justement. Ils ont un réseau de vigies et des psychologues certifiés. Leur gros objectif, c'est pour y aller sans détour, c'est la prévention du suicide. C'est quand même un step en plus. Mais voilà, il y a tout un réseau d'associations qui font un travail formidable et il ne faut pas hésiter à avoir recours à leurs services et à vous faire aider si vous passez un moment particulièrement difficile. Merci. C'est vrai qu'au-delà de tous les aspects juridiques et des procédures qu'on a essayé de décrypter, l'idée de ce webinaire aussi, c'est de vous montrer que vous pouvez être entouré. Donc, je reviens rapidement vers toi, Antonin, pour conclure un petit peu. J'imagine que là, tu es en fin de carrière, tu continues le judo comme un loisir privilégié. Mais donc la pratique du judo à haut niveau, te, qu'est-ce que tu retires de ça, en fait, maintenant dans ta vie pro, dans ta vie perso? Euh, Au final, moi, je fais du sport depuis que je suis tout petit. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. Le haut niveau, je commençais à 14 ans. Donc, ça a façonné un peu ma personnalité. Et c'est vrai que c'est une école de la vie remarquable. Quand je regarde maintenant derrière moi, j'ai vécu quand même, je regarde que j'ai vécu une expérience humaine incroyable. Mais ce que je retiens vraiment, c'est la force d'un collectif. Je pense qu'il est essentiel de bien s'entourer pour se donner le plus de chances de réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas, si on veut bien on s'entoure des bonnes personnes, au bon poste, compétentes, ah ben, en tout cas, on se donne toutes les chances pour réussir à faire ce qu'on veut. Merci beaucoup, Antonin. Je pense que c'est très Mm. facile pour tous ceux qui nous écoutent de faire le lien avec l'entreprise. Donc, on arrive à la fin. Je vais laisser David conclure sur ce webinaire. Oui, merci d'abord à toi, Elia, qui a architecturé tout ça. Un très grand merci à l'ensemble de nos intervenants. Merci à vous, participants. On a fait un QR code que vous pouvez scanner qui vous permet de partager ce avec quoi vous repartez de la session de ce matin. On est là, vous avez nos emails, vous nous contactez sur ces sujets sans difficulté. Ce qu'on espère, c'est que la première chose à laquelle vous pouvez repartir, c'est que
Vous ne devez pas être seul si vous traversez les situations qui ont été évoquées ce matin. Donc, vous pouvez vous entourer de personnes qui ont à cœur l'intérêt de votre entreprise, le vôtre aussi en tant que personne que vous êtes. Chez Medicine, on essaie autant qu'on peut d'être à l'écoute, bien sûr sans jugement, et d'orienter au cas par cas. Les situations sont chacune particulières, vers les personnes les plus ajustées pour être à vos côtés. Donc, on vous laisse nous indiquer on vous laisse par ailleurs nous indiquer d'autres initiatives que vous souhaiteriez qu'on puisse mettre en place pour le bénéfice des entrepreneurs concernés. Un très grand merci à chacune, un très grand merci à chacun, et bonne suite, bonne journée. Et merci David. Je rajouterais juste que nous enverrons les slides ainsi que le lien du replay du webinaire à tous les participants. Merci à vous, merci à tous. Merci. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.